Ce vendredi à 20h est projeté le film Citizen4 au cinéma Le Liberté à Brest. Un documentaire qui revient sur le travail d'Edward Snowden, un informaticien américain qui a révélé les détails de plusieurs programmes de surveillance de masse américains et britanniques. Laurent Chemla, vous animez un débat à l'issue de la projection. Vous êtes aussi informaticien et même le premier informaticien français à avoir été inculpé puis relaxé pour piratage informatique. C'était en 1986 et c'était avec un Minitel. Ça paraît assez fou vu d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, comme Edward Snowden, vous dénoncez la surveillance sur le web. Et on peut dire qu'il y a du boulot dans ce domaine. Le gouvernement s'apprête à étendre ses pouvoirs en termes de renseignement. Une loi délirante, selon vous, qui se prépare. Pourquoi cette loi, surnommée le Big Brother français, vous paraît dangereuse ? En premier lieu, parce qu'elle ne fait pas intervenir le judiciaire dans l'autorisation d'espionner les gens. Alors, ça peut être surprenant, on peut se dire qu'un espion, a priori, ne va pas demander l'autorisation d'un juge avant d'espionner, c'est son boulot. Pourtant, quand il est question, on parlait là d'Edward Snowden, la NSA, elle, n'a pas le droit d'espionner les Américains. Là, le texte présenté par le gouvernement aujourd'hui va autoriser les espions français à espionner, y compris les citoyens français, vous et moi. Et ça, sans une décision d'un juge. Il y a un vrai problème de séparation des pouvoirs. C'est ça qui m'inquiète le plus. C'est qu'on se retrouve dans un État où le gouvernement, l'exécutif, va avoir la possibilité de demander à des fonctionnaires, qui sont les espions, en l'occurrence les services secrets, d'espionner des citoyens sans passer par un juge, donc avec un total regroupement des pouvoirs au sein de l'exécutif, avec plus aucune séparation des pouvoirs entre exécutif, législatif et judiciaire. Et là, on rentre vraiment dans quelque chose de dangereux, dans une société de surveillance où on n'a plus aucun contre-pouvoir en place et où l'État, demain, va pouvoir surveiller tous les citoyens à tout instant, sans aucun contre-pouvoir, sans aucun contrôle. Alors qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent d'avoir rien à cacher sur le web? C'est un peu l'argument, mais moi j'ai rien à cacher, donc autant qu'on me surveille. D'abord, en général, les gens qui me disent « moi j'ai rien à cacher », je leur demande tout de suite de se déshabiller. Parce que voilà, on a tous quelque chose à cacher. C'est déjà la toute première réponse qu'on peut faire aux gens qui pensent ça. En second lieu, je pense que le point le plus important, c'est pas tant ce qu'on a soi-même à cacher, c'est que quand on est sur Internet et qu'on dialogue avec des gens, quand quelqu'un vous envoie un courrier, un email, vous avez peut-être rien à cacher, c'est possible, après tout, vous êtes une personne publique, un certain nombre de choses sur vous doit être connu. Mais les gens qui vous écrivent ne s'attendent pas pour autant à ce que quand ils vous écrivent, ça soit rendu public. Et si vous ne vous protégez pas, si vous êtes écouté, tout ce que vont dire va être aussi écouté. Donc on n'est pas simplement dans « moi j'ai rien à cacher », on est dans « moi j'ai rien à cacher », mais je ne veux pas non plus pour autant divulguer tout ce qu'on m'écrit, tout ce qu'on me dit, et tous les gens avec qui je discute. C'est ça le problème de ce qu'on appelle les métadonnées. C'est qu'on ne va pas tellement vous écouter, savoir ce que vous dites, c'est savoir avec qui vous le dites, où vous le dites, quand vous le dites. Et avec ça, on va savoir non seulement toute votre vie, mais tout de la vie des gens qui vous entourent. En tant que journaliste, vous avez, c'est un exemple, le devoir de protéger vos sources. Sans vous écouter, puisque a priori les journalistes seront protégés des écoutes, si vous allez interviewer quelqu'un avec votre téléphone portable et qui vous divulgue une information qu'il est un des seuls à savoir, vous allez protéger la source. Mais les services secrets, en regardant où était votre téléphone portable quelques jours ou quelques heures avant votre scoop, et en croisant ça avec la position des téléphones portables des gens qui étaient au courant et qui auraient pu être votre source, vont tout de suite prouver qui c'est. Ça implique tout de suite l'entourage d'une personne, c'est ça, il ne faut pas penser seulement à soi et il faut penser à tout, réseau. Et là on voit bien qu'on n'a rien écouté, il ne s'agit que de métadonnées. Quelle est la meilleure façon aujourd'hui de protéger nos données personnelles sur le web ? Un petit conseil pratique pour les non-initiés à l'informatique, qu'est-ce qu'il faut faire Bon, de plus en plus, les outils de chiffrement, grâce à cette loi, je pense que les outils de chiffrement vont être de plus en plus démocratisés. Donc on va proposer, il y a un marché du coup à prendre, encore une fois grâce à cette loi. Je suppose qu'un grand nombre d'entreprises vont maintenant proposer soit de stocker vos données à l'étranger, puisque l'État n'y aura pas accès aussi facilement, soit de chiffrer vos échanges avec vos amis et vos proches. Ça va être l'orientation dans laquelle on va aller, en espérant que l'État ne rende pas le chiffrement interdit à court terme.
Est-ce qu'il faudrait éduquer les usagers, par exemple, des réseaux sociaux, éduquer au sens, leur apprendre à se servir pour plus de prudence et de confidentialité de leurs données, la mise en ligne de photos, Oui. par exemple? Alors, là aussi, je peux peut-être citer un exemple parlant ou pas, je sais pas. J'avais trouvé une image sur Internet d'un panneau à l'entrée d'une réserve africaine où il y avait des rhinocéros et qui disait aux gens attention, si vous prenez des photos des rhinocéros, désactivez la fonction de géolocalisation de votre appareil photo. Sinon, les braconniers, en voyant les photos, savent où se trouvent les rhinocéros et peuvent les tuer. Donc voilà. Ça va loin. Mais C'est vrai oui, qu'on mais- pense pas à ce type d'exemple, c'est incroyable. Mais oui, mais voilà. Alors, effectivement, diffuser des photos, des selfies sur un réseau social, a priori, voilà, c'est quelque chose qu'on a décidé de faire. Imaginons maintenant que je suis dans un pays étranger, que je prends un selfie sans faire attention à qui est derrière moi. S'il se trouve que la personne derrière moi est quelqu'un de recherché par la police du lieu où je suis, avec les possibilités aujourd'hui qu'on a de reconnaissance faciale, bah, la police saura exactement où il était, à quel moment il est et à quel moment, juste avec cette photo. Donc oui, évidemment qu'il faut former les gens, mais vous voyez à quel point c'est difficile, on ne peut pas penser à tout. Et idéalement, il ne faudrait pas obliger les gens à s'auto-censurer. C'est tout le problème de la surveillance, c'est qu'à partir du moment où on dit les services peuvent faire ça, vous voyez ces exemples aussi inimaginables que ça, et pourtant qui sont pratiquement faisables. Le problème de cette surveillance, ça n'est pas tant que les gens vont apprendre à faire plus attention, c'est justement qu'elle va les obliger à faire plus attention. Et donc, à être moins libres, quelque part, à moins bien penser, à moins oser diffuser des idées, des opinions, voire même à ne plus les penser, et en tout cas, à ne plus pouvoir confronter n'importe quelle idée, n'importe quelle opinion, au risque de... Voilà, au risque de... Merci beaucoup, Laurent Chamelin. On vous retrouve aussi sur votre blog sur Mediapart. Voilà, tapez Laurent Chamelin, Mediapart, on vous retrouve. Merci. D'être venu sur le plateau.